Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez consacré votre vie à écrire des paroles d'aujourd'hui, mais en travaillant à l'ancienne. Vous publiez un livre intitulé Un homme de parole, des paroles qui ne s'envolent pas et des écrits qui vont rester. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur de chansons, on va évoquer votre parcours. Vous publiez ce livre, Un homme de parole, aux éditions Léo Cher. Ce sont vos mémoires d'auteur, si j'ose dire. Oui, déjà. Alors, c'est le résultat d'un long parcours qu'on va évoquer selon le principe des clés d'une vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 4 août 1999. C'est votre première télé d'après les archives de l'INA. Je suis le centre du monde, un point de chute à la ronde. Une chanson dans C'est l'été, présentée par Thierry Beccaro à Arcachon en plein orage. Alors effectivement, je me souviens très très bien de cette télé. Alors c'est peut-être la première télé qui apparaît sur l'INA, Oui, mais il y en avait une avant, il y avait Jacques Martin. Elle n'est pas sur l'INA, je suis parce que vous avez été dans l'émission du dimanche de Jacques Ouais. Martin avec C. Jérôme au maquillage. Exactement, comme je raconte dans le livre, où c'était quand même assez drôle, parce qu'il se faisait dessiner des triangles sur les joues. Moi, c'était ma première télé, j'étais vraiment très très impressionné par ce triangle qu'on lui dessinait sur les joues, un triangle noir comme ça, qui effectivement creusait les joues et lui enlevait son petit côté poupon à l'écran. Et c'est Jérôme qui était un garçon très courageux. Quand il était arrivé à Paris, il n'avait pas un rond, il ne disait rien à sa famille. Et la nuit de Noël, il a même fait les poubelles pour pouvoir manger. C'est extraordinaire. Ouais. Un garçon très gentil. Et donc cette télé à Arcachon, vous vous en souvenez, avec cette chanson, Le centre du monde? Je m'en souviens bien sûr. Oui, très très bien. Même si j'avais pas un chapeau de paille. Exactement. et le centre du monde, c'était Perpignan, non? C'était. Bon, moi, mon centre du monde à moi, c'était Bordeaux. Bien sûr. Mais Mais c'est vrai que c'est une télé comme ça en direct l'été sur une plage, c'est pas évident. ça fait partie du jeu, on le sait à l'avance. Hein. Oui. C'est sûr que faut le prendre avec légèreté. Alors la chanson, c'est dans vos rêves depuis toujours, Dorian. Toujours, depuis vraiment enfant. J'étais pas sportif, donc j'avais pas trop le choix. Fallait que je trouve mon occupation et un moyen de m'intégrer aussi, parce que c'était compliqué de s'intégrer sans être sportif quand on est un garçon en plus. Donc j'étais un peu solitaire. J'écrivais mes chansons et j'écrivais même des petits livres que je passais entre midi et deux aux copains de ma classe qui les lisaient, ils se les repassaient. Donc c'était des petites stories quoi que je faisais comme ça et j'ai développé mon sens de l'écriture comme ça. Oui, parce que je crois que le sport, ça s'est terminé avec le football. Vous avez marqué un but, mais pas vraiment comme il le fallait. Oui, contre mon camp. J'avais pas compris qu'après la mi-temps on changeait d'équipe, Oui. enfin on changeait de Le côté, oui. côté. Ça je savais pas. Hein. Et donc j'ai couru comme un dératé jusque devant le goal qui était complètement ahuri, et j'ai tiré, et je me suis retourné, le poing en l'air, mais heureux et fier, et tout le monde était consterné. C'était Pas mon équipe surtout. Non, le tennis non plus, le volley non plus. Non, le tennis c'était pas possible. J'avais sincèrement la machine à envoyer les balles, elle n'en pouvait plus non plus de moi. Oui. Et j'étais pas sportif. Le judo non plus. J'ai essayé plein de sports. Je crois que j'ai tout essayé. Donc vous êtes revenu à la chanson, et je crois que vos premières chansons, c'est chez vos grands-parents, près de Saint-Émilion, Oui. dans les rangs de vignes. Oui, j'allais l'été pour les vacances chez ma grand-mère et c'était les vacances vraiment où il se passait rien parce que c'était aller travailler dans les vignes. Donc ma grand-mère y allait, elle me mettait à l'ombre d'un cerisier sur une couverture et moi j'inventais des chansons. Elle me disait que j'avais pris un sarment dans les mains et je commençais à écrire mes chansons et je faisais ça je prenais ce sarment pour faire un micro. Donc j'avais déjà ce truc-là et je sais que je voyais ma grand-mère faire les allers-retours dans les rangs de vignes, dans la chaleur. Et moi, je me disais, quand même, te plains pas, t'es à l'ombre, t'es bien, fais quelque chose de bien de ce moment-là. Et ces chansons, vous vous en souvenez? Oui, la première s'appelait Amitié perdue, je me souviens. Et vous n'avez jamais enregistré? Si, bien sûr. Si, je l'ai enregistré. Mes parents doivent avoir ça dans leurs cassettes et leurs archives. Oui, mais c'est jamais sorti. Ah non, je vous l'épargnerai. Ça se passe justement vos jeunes années à Saint-Médard-en-Jalles, je crois que c'est près de Bordeaux. Oui, c'est en banlieue de Bordeaux. C'est entre Bordeaux et Lacanau, l'océan. Voilà. Et il y a une médiathèque qui porte le nom de Léopold Sédar Senghor, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'il a été transféré au camp des As, le quartier de Copian, du 5 novembre 41 jusqu'en 42, prisonnier de guerre. Ah ok, je savais pas. J'ai quitté Saint-Médard, moi, il y a déjà beaucoup d'années, et je n'y suis jamais retourné. C'est ça qui est étrange, parce que mes parents n'y vivent plus.
mais ça fait presque 30 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, Saint-Médard, c'était un lieu de haute technologie. D'ailleurs, je crois que votre père travaillait chez Dassault. Absolument. Mon père travaillait chez Dassault, il a fait toute sa carrière chez Dassault. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une ville où énormément de gens travaillaient dans l'aéronautique et tout ça. Et en même temps, vous avez failli chanter avec Chantal Goya, enfant. Alors pas chanter, mais je voulais aller la voir. Oui. Je me souviens, elle était passée justement à Lussac, la ville de mes grands-parents, et elle venait chanter pour Midi Première de Daniel Gilbert. Et j'attendais ça comme le Messie, et ce jour-là, j'ai eu les oreillons. Donc voilà. Alors Je n'ai que pas vous auriez y pu aller. être parmi les chœurs qui auraient fait... Peut-être, j'aurais pu chanter avec les pandas et tout le monde, mais non, ça n'a pas été possible. C'était votre idole à l'époque? Ouais, je pense que comme beaucoup d'enfants, on était fascinés par ça, par Chantal Goya. C'était vraiment le... Comment dire, il n'y avait pas tant de choses que ça pour les enfants, finalement. Pas tant de choix que ça pour écouter des chansons d'enfants. Et j'ai rencontré Jean-Jacques Debout il y a très peu de temps, cet été, où il venait parler de son livre, lui aussi. Et c'était émouvant, parce que finalement, on avait tous les deux nos chemins respectifs, mais avec beaucoup de similitudes. On avait même Sylvie Vartan en commun. Exactement. Alors, on va en parler tout à l'heure de Sylvie Vartan. Et il y avait dans votre chambre, non pas des posters de Chantal Goya, mais de Lio, d'Étienne Dao et de Muriel Moreno. Exactement, c'est-à-dire que un peu plus tard, parce que Chantal Goya, j'étais vraiment tout petit, je pense, mais quand j'ai été adolescent, j'ai commencé à tomber dans la pop française de Lio, de Dao, de Jacquenot, de Taxi Girl et de plein d'autres, et de Niagara. Et effectivement, j'avais des posters plein ma chambre. Et un jour, vous avez décidé de faire une chanson, un CD à compte d'auteur. Exactement. C'est-à-dire que à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas vraiment des moyens de contacter les gens, ni les maisons de disques, ni les artistes. Donc il fallait se déplacer, il fallait essayer de convaincre. Alors j'avais autoproduit mon premier CD avec un crédit que j'avais fait à ma banque en faisant croire que c'était pour acheter c'était un prêt étudiant. Et je remboursais ce crédit en vendant le CD dans la rue le soir dans Bordeaux. Et ce CD m'a permis d'aller au contact de pas mal d'artistes. Donc j'allais voir les Fnac, les Virgin, Megastore, où il y avait des artistes qui venaient faire des showcases. Et j'allais les voir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gilles Caplan, pas Étienne Dao, non, mais Pascal Obispo. J'ai rencontré Alain Chamfort. Et j'allais les voir avec ce disque. Et je l'ai envoyé, ce disque aussi, après à d'autres artistes qui étaient à Paris, à leur management. Et ça m'a donné un peu comme une carte de visite, parce qu'à l'époque, c'était sérieux d'avoir un disque. Bien sûr. D'ailleurs, ce disque est toujours en vente, j'ai vérifié sur Internet. C'est vrai? Oui, il y a encore quelques exemplaires. Ah bon, ils en veulent plus, quoi. Et ce disque est passé à la radio une fois, un extrait, dans une émission de Super Nana, parce que vous lui aviez rendu un service à elle et à Pascal Obispo. Oui, j'avais rencontré Pascal Obispo dans ce showcase, c'était au Megastore de Bordeaux. Et il avait dit, bon, où est-ce qu'on peut sortir à Bordeaux? Est-ce qu'il y a un endroit cool? Et j'avais dit, oui, bien sûr, il y a ce club où il faut aller absolument. Et il est venu ce soir-là avec Super Nana. Et donc on a beaucoup parlé, j'ai raconté, j'ai donné mon disque. Et elle m'a dit, tu verras, demain, je vais le passer dans l'émission sur Skyrock, qu'elle animait à l'époque. Et elle l'a fait. Et c'était la première fois que je me suis entendu à la radio. Et c'était un moment inoubliable. Et Super Nana, qui nous a quittés bientôt, elle avait fait de la radio sur Carbone 14, oui, avec une émission de Pépou, Belle Night. Et c'était la première femme à animer une émission sur les radios libres. Ouais, et une femme très tendre, j'ai un très bon souvenir d'elle. Et puis il y a quelqu'un qui a compté aussi beaucoup dans votre vie, c'est Lio, car vous avez appris un jour d'Orient qu'elle venait de s'installer à 2 heures de chez vous, à Vitrac-Saint-Vincent. C'est ça. À l'époque, j'ai 20 ans, j'habite encore à Bordeaux. Et je cherche à tout prix à percer dans la musique, en tout cas à faire ma place. Et là, je vois que mon idole s'installe à 1h30 même de chez moi, à Vitrac-Saint-Vincent, près d'Angoulême. Donc je me dis, il faut que j'y aille. Donc je prends ma voiture, une amie m'accompagne, et nous partons. Ce jour-là, il neige. On roule vraiment à 2 à l'heure, donc ça prend beaucoup de temps. On arrive là-bas, il y a ce petit village, et je demande à un papy qui est assis sur un banc, vous connaissez la maison de Lio? Et il me dit, oh, vous pouvez pas la louper, c'est la seule qui a des volets roses. Il me dit comme ça, en roulant les airs. Et effectivement, on voit une maison rose, avec des volets roses, au-dessus d'un petit ruisseau. Très poétique, très Blanche-Neige, le décor. Et là, je frappe. Et il y a son mari qui vient m'ouvrir et qui dit, non, Lio n'est pas là. Et je dis, est-ce que vous pourriez lui remettre ce disque? Je suis vraiment un grand fan, etc. Il me dit, oui, bien sûr, elle n'est pas là, elle est à Paris, elle se repose, elle vient d'avoir un enfant. Bon, on repart,
On repasse le petit pont au-dessus de la rivière et là j'entends ouh. Et je me retourne et en fait c'était le mari qui disait bon allez venez boire un café, il fait froid et elle est là. Et là j'étais complètement dans un rêve d'enfant, mais un rêve d'adolescent, mais aussi un rêve d'adolescent surtout parce que c'était vraiment mes premiers amours de musique d'adolescent et surtout c'était mon idole. Donc je suis rentré, elle était assise à une table en train de trier des papiers dans sa maison de campagne et on a bu un café, on a discuté pendant 2 heures et c'est comme ça que j'ai rencontré mon idole. Donc j'ai pas été déçu par les rencontres avec mes idoles. Et vous lui avez donné votre CD et elle vous a donné son numéro de téléphone. Exactement. Et ce qui était très beau, c'est qu'à la fin, elle n'a pas écrit Lio avec son numéro, elle a marqué Vanda, qui est son vrai prénom. Donc je rentrais tout de suite déjà dans une sphère un peu amicale avec elle. Voilà, et ça a continué parce que de l'amateur que vous étiez, vous êtes devenu un professionnel. On en parle avec une autre date, le 20 septembre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Dorian. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dorian pour son livre Un homme de parole aux éditions Léo Cher, où vous racontez votre parcours d'auteur de chansons, en même temps votre carrière avec ceux que vous aimez. On a parlé effectivement de Chantal Goya et puis de Lio à vos débuts. Et puis il y a une date importante dans votre carrière, dans votre jeune carrière, c'est le 20 septembre 2001. Elle est liée à ce générique. La première de Popstar, et ça c'est important pour vous Dorian parce que finalement un jour vous apprenez, l'auteur de chanson, que vous apprend qu'il y a une chanson à écrire pour Popstar et vous vous portez candidat. Je me porte candidat, c'est pas simple parce que on se pose vraiment la question de savoir s'il faut se mouiller dans ce programme télé qui est le premier et même avant la Star Academy. Hein. C'est la télé-réalité. C'est la télé-réalité, ça fait peur à tout le monde. D'un point de vue éthique, c'est très décrié. C'est pas quelque chose on a oublié aujourd'hui parce qu'on est habitué. Et puis ça a beaucoup évolué. Mais au départ, c'était quelque chose qui était vraiment vu comme une émission un peu diabolique, un peu malsaine pour les enfants ou disons les jeunes qui étaient dans ce programme. Et s'y coller, c'était pas forcément simple. Et malgré tout, il y avait énormément d'auteurs qui essayaient. Et j'en ai fait partie. Et puis, le miracle se produit grâce à un fax. Voilà, on parle de fax à l'époque. J'avais envoyé déjà pas mal de textes qui avaient tous été refusés. Et puis, j'ai continué à en envoyer, parce que je devais aussi sauver ma situation financière. J'habitais à Paris, j'avais plus d'argent. Mon premier disque avait marché, mais pas tant que ça, pas suffisamment pour vivre dans une vie parisienne qui coûte cher. Et j'étais à un stade où ma maison de disques me rendait mon contrat, Barclay, à l'époque, et puis il fallait que je sauve ma peau en faisant un truc qui marche, quoi. Et donc je renvoyais inlassablement des textes, et un jour il y a un fax qui est arrivé dans ICP, le studio à Bruxelles où on enregistrait les Popstars, et donc les futurs L5. Et c'est Lydie, je crois, une des L5, qui a chopé ce texte qui s'appelait Où sont passés les hommes. Elle a dit ah mais ça c'est vachement bien. Et donc l'équipe qui devait recevoir des centaines de fax et qui probablement ne les lisait pas tous m'a fait venir pour ce texte, pour le placer vocalement avec les filles. Et là, sur place, j'ai pu aussi replacer d'autres textes que j'avais préalablement écrits et m'imposer dans ce disque. Voilà. Il se trouve qu'on vous a convoqué en Suisse et vous avez appris en dernière minute que c'était à Bruxelles. Oui. On m'a menti parce qu'en fait, j'étais tellement traqué par les paparazzi que on m'avait dit tu pars en Suisse pour Popstar, et en fait au dernier moment on m'a donné mon billet et c'était à Bruxelles. Voilà. Il faut savoir que les Popstars, les L5, il y avait Lydie, Marjorie, Coralie, Alexandra et Claire. Le nom était une référence au casting où Alexandra portait le badge L5, ou alors un jeu de mots, le groupe étant constitué de 5 chanteuses, L5. On n'a jamais su la vérité. Je ne la connais pas non plus. Vous devenez un coach, d'ailleurs, parce que vous allez les coacher pratiquement. Disons que j'essaie de placer les chansons, de placer vocalement et rythmiquement les textes. Parce que quand on chante une chanson, quand on reçoit un texte, on ne sait pas exactement comment le pied et les accents toniques vont se mettre. Donc il faut vraiment être là pour ça, pour que la chanson reste aussi vocalement très musicale. Et la conséquence, c'est cette chanson. Alors
qui cherchiez un succès, 1 300 000 exemplaires. Voilà. Comment c'est né cette chanson? Alors cette chanson, c'est un texte, Toutes les femmes de ta vie, que j'avais déjà écrit pour une autre chanteuse qui s'appelle Dianké, qui l'avait enregistré, mais qui n'était pas certaine, enfin, uniquement le texte, qui n'était pas certaine de la garder. Bon, mais je l'avais évidemment privilégié pour elle. Et puis, lorsque j'étais sur l'émission Popstar, la prod avait besoin d'une chanson, d'un texte, pour remplacer celui d'Ophélie Winter et son frère qui ne fonctionnait pas, qu'ils avaient proposé. Et il y avait également Maïdi Ross qui était aussi parolière sur le projet Popstar. Et on nous avait dit essayez de faire une chanson, enfin de réécrire un texte pour la chanson. Et je dis à Maïdi, mais j'ai ce texte que j'avais fait pour Dianké, mais ça sonnerait super dessus, Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Elle me dit, mais évidemment, c'est ça qu'il faut. Et c'est vrai que le fait que Maïdi me dise, bah vas-y, enfin tant pis, il faut. C'est ton texte, voilà. Ouais, c'est ton texte. Et puis c'est pas certain qu'il devienne quelque chose avec l'autre chanteuse et que. Donc et puis là ça marche tellement bien, voilà. Et donc Maïdi m'a aidé à le réadapter sur cette chanson-là. Et c'est vrai que ça a été un souvenir incroyable parce que cette chanson, qui en plus ne convenait pas tant que ça au départ à la production d'M6, parce qu'il disait les enfants ils vont pas se retrouver du tout dans le mot femme. Et je disais mais non, au contraire les filles, les petites filles, elles adorent se prendre pour des femmes, elles mettent les talons de leur mère, elles se mettent dans la glace avec des grandes robes et elles aiment pas qu'on les prenne pour des gamines justement. Donc j'ai un peu insisté ça parce que toutes les filles de ta vie ça n'aurait pas été la même et voilà, et la chanson a fait son chemin, parce qu'elle continue à le faire, puisqu'aujourd'hui c'est une chanson qui reste assez culte. Et ça a été immédiat ou il a fallu un certain temps pour qu'elle marche? Bon, ça a été assez immédiat, parce qu'il y a eu aussi l'impact de la télé là-dessus, et c'est sorti au moment de Noël, donc c'était vraiment... ça a été énorme, je crois que la première semaine, ça a battu tous les records de vente de singles, mais vraiment toute catégorie. Et ça vous a laissé un beau souvenir, vous attendiez à ça? Ah oui, le souvenir il est incroyable parce que vivre un succès fort comme ça, c'est assez. Au départ, on se dit bon, ça doit être un coup de bol, etc. Puis en même temps, c'était beaucoup de travail aussi. C'est un disque qui aussi fait son chemin maintenant parce que il est vraiment bien ce disque. Il vieillit bien. Et c'est un disque qu'on peut vraiment encore écouter aujourd'hui. Mais c'était aussi beaucoup de travail. C'était faire de la pop française comme on n'en fait jamais avec 5 filles. C'est plutôt quelque chose qu'on voit en Angleterre, aux États-Unis. Donc c'était un défi, et moi j'aime bien les défis. Et en même temps, lorsque vous avez vu la chanson démarrer, qu'est-ce que vous avez ressenti, Dorian? Bah, ça donne confiance, parce que j'étais dans une situation où c'était compliqué pour moi, je ne savais pas du tout si je referais un disque pour moi, et ça a déclenché pas mal de choses. Ça m'a permis de refaire un album pour moi, parce que finalement Mercury m'a gardé dans le label pour refaire un disque. Donc ça m'a rouvert des portes, ça m'en a fermé aussi sur le moment, parce que sur le moment, il y avait aussi toute la pop française branchée qui me boudait, parce que j'avais fait ce titre pour les L5, qui pour eux était vulgaire. Bien sûr. Et ça vous a pas rapporté autant d'argent qu'on peut l'imaginer? Alors ça m'en a rapporté, mais d'un point de vue relatif, je dirais que comme c'est une adaptation et que les droits d'adaptation sont pas payés comme les droits d'auteur, les Américains qui avaient composé la musique ne sont pas très généreux là-dessus. C'est pas avec cette chanson que j'ai gagné le plus d'argent. Voilà. Et en même temps, votre propre carrière a débuté avec cette chanson. Personne ne veut de moi au paradis, personne. Alors je reste ici. Ça c'est les années de galère, vous ne trouvez rien, il n'y a rien qui marche, et puis Au diable le paradis devient un succès, et cette chanson, je crois, vous l'avez écrite, Dorian, dans la cuisine de vos parents. Oui, dans la cuisine de mes parents, je me souviens très bien encore. J'écrivais ce texte en pensant à Lio. Je m'étais dit, tiens, si je devais lui faire un texte, qu'est-ce que ça serait? Et donc j'ai écrit Au diable le paradis. Et je me souviens très bien, ma mère cuisinait, mon père était dans le salon, et moi j'étais sur la table de la cuisine. Et ce texte est venu comme ça assez vite. Et comme je commençais à faire des chansons pour moi, je me suis dit, bon, en attendant de lui proposer, je vais l'enregistrer. Et je l'ai enregistré, la mélodie m'est venue, mais en 2 secondes. C'est une chanson assez incroyable, parce qu'elle a que 2 accords. Donc c'est comme un peu une ritournelle. Elle est très spontanée, et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a marché.
Et ça a été un immense succès. Et à l'époque, vous traîniez un peu dans Paris en cherchant des maisons de disques. Et la première personne que vous avez rencontrée dans ce métier, c'est Maître Capello des Jeux de 20 heures. Exactement. C'est la première personne célèbre que j'ai croisée dans ma vie. Où ça? On était avec mes parents. Alors, j'ai demandé à mes parents où c'était. Ils se souvenaient plus précisément, mais c'était peut-être vers Istres ou quelque chose comme ça, peut-être, ou alors dans le Pays Basque. Ils savaient plus me dire. Mais en tout cas, on était sur un bord de mer le soir et moi je vois Maître Capello qui se balade et je me dis mais il faudrait que j'aille lui parler, lui demander je sais pas comment on fait pour aller passer à la télé, comment on fait pour passer à la radio, j'en sais rien. Vous débutiez. J'étais tout petit, moi j'avais 8 ans. Mais c'est mon premier souvenir. Et Maître Capello, vous a pas dédicacé une photo, non? Non, j'ai pas pu l'aborder. Je pense qu'il y avait aussi déjà beaucoup de gens autour de lui. Il faisait déjà l'animation comme ça. Mais ce qui est très étrange, c'est que j'ai fait une émission où Laurent Ruquier me confie la même chose. La première personne qu'il a croisée dans sa vie, c'était aussi Maître Capello. Il se trouve qu'il avait toujours des photos dédicacées sur lui. Ouais. Il signait JC comme Jésus-Christ, en précisant, oui. Ah oui. Et il faisait des rimes. Alors c'était pour Daniel, qui est la plus belle, qu'il a un jour signé à Daniel Gilbert. C'est vrai. Qu'il n'avait pas reconnu et qui n'en revenait pas. Et puis, vous êtes entré à RTL comme standardiste, qui est aussi un poste d'observation. Oui. C'est vrai, j'étais vraiment dans un job avant de signer avec Barclay, ma première maison de disques, et j'étais au standard d'RTL. Donc je portais les cafés, je répondais au téléphone de plein d'animateurs qui étaient déjà là à l'époque, comme Nagui, Fabrice, il y en avait plein, Vincent Perrault, j'en oublie. Hein. Et un jour, vous avez entendu votre chanson à la radio? Et un jour, ou de 2 ans, où je travaillais là-bas assez régulièrement, j'ai entendu ma chanson passer à la radio puisqu'elle avait été rentrée en playlist par Monique Lemarcy qui s'occupait de la programmation à l'époque, et là je me suis dit bon, il est temps que j'arrête le standard. Voilà. Et vous avez arrêté le standard pour faire d'autres choses. Mais j'avais pas tellement envie parce que j'aimais bien, je trouvais ça super, je m'étais fait des amis, j'aimais bien l'ambiance, c'est tellement sympa l'ambiance à la radio. Pour moi, je conseille à n'importe qui quand on cherche un job pour démarrer, c'est d'aller travailler dans une radio, quoi. C'est super. Ben, j'étais standardiste à RTL aussi, donc je peux confirmer que c'est une bonne place. Une autre date importante, c'est le 8 juillet 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Dorian. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dorian, auteur de chansons. On a commencé à en parler. Le livre s'appelle Un homme de parole, ce qui est logique pour un auteur. C'est aux éditions Léo Cher. En fait, vous appelez Laurent, pourquoi Dorian? Oh, j'ai trouvé ce pseudo parce que mes 2 prénoms, c'est Laurent et Damien. Et je me suis dit en mélangeant les lettres, bon, Dorian, voilà. Mais j'ai choisi ça quand j'avais 15 ans, donc c'est vrai que c'était pas hyper, on va dire, prémédité ou quoi. J'avais dit tiens, bon, comme ça, et puis je l'ai gardé. Voilà. Alors une date importante, c'est le 8 juillet 2008, une chanson au Parc des Princes. Est-ce que je t'attire ou bien te faire fuir quand je souris comme ça? Le regarder que le regard le dos des deux à la fois. Un air de bûcheron de gentil garçon. Chante Grace Kelly en français devant 55 000 personnes, et c'est vous qui avez adapté les paroles. C'est ça. Mika, je l'ai rencontré avant le succès de son premier album, avant que l'album sorte, le premier qui a été un carton mondial. Et il avait demandé à quelques auteurs d'adapter Grace Kelly en français. Et sur ce qu'il a reçu, c'est mon texte qu'il a choisi, et donc on s'est rencontrés comme ça. Ce qui n'était pas facile parce qu'il bouge beaucoup, Mika. Ah, il bouge beaucoup. Donc moi, je l'ai rencontré dans un hôtel où il était de passage. Il venait poser ses valises pour repartir faire une promo. Je crois que c'était son premier taratata. Et donc je suis arrivé avec le texte. Il voulait changer 2-3 trucs, et puis il m'a embarqué comme il n'avait pas le temps. Il arrivait avec toute sa famille, sa maman, ses sœurs, etc. Et il m'a dit, bon, viens avec nous dans le camion. Donc je suis parti avec eux dans le camion, c'est-à-dire le van qui les emmenait sur la promo. Et en fait, je suis rentré comme ça un petit peu dans la famille Pennyman. Mika s'appelle comme ça. Et ce sont des gens tellement attendrissants et précieux. Donc voilà, c'est une belle histoire qui a commencé. Oui, parce que la mère de Mika a beaucoup d'importance, vous le racontez dans le livre d'Orient. Oui, elle est plus là aujourd'hui malheureusement, mais elle a énormément fait pour la carrière de Mika, parce que elle dessinait ses costumes, elle pouvait aussi coudre ses costumes, elle faisait tout en fait. Elle était de très bons conseils. C'est quelqu'un qui l'a aussi beaucoup challengé pour
pour se cultiver, pour des écoles de musique, pour... Donc voilà, derrière Mika, il y a aussi une femme forte qui était vraiment sa mère, qui était quelqu'un d'un caractère et d'une détermination incroyable. Alors, j'en reviens à ce 8 juillet 2008, car au Parc des Princes, votre chanson est interprétée devant 55 000 personnes et vous n'êtes pas là. Non, et je le sais même pas. Ah bon? Non, je l'ai vu après. Ouais. Parce que Mika, il est comme ça. Il a dû décider ça 3 heures avant. Et puis, il l'a fait. Donc c'est après, quand j'ai vu, moi, à l'époque, sur les réseaux, enfin Internet, etc., les partages de ce moment-là, j'étais mais vraiment... j'en croyais pas mes yeux. Parce que c'était une énorme star, c'était au Parc des Princes, Mika, c'était une énorme star. Et moi, j'arrivais pas beaucoup à le choper parce qu'il était impossible à choper à l'époque. C'était vraiment... il courait partout. Il court toujours d'ailleurs partout, hein, même aujourd'hui. Mais disons que à l'époque, c'était encore plus difficile. Oui, et 3 jours plus tard, il va au Francophonie de La Rochelle. Et là aussi, vous allez le rejoindre. Mais ça va pas être facile d'entrer au Francophonie d'Orient. Non, c'est pas facile de rentrer au Franco. J'arrive, moi, puisque comme je sais qu'il est là, je me dis tiens, je vais aller le voir. Et là, j'arrive devant des grilles. Il fait hyper chaud. C'est l'été et j'attends et je demande à quelqu'un de m'ouvrir. J'appelle mon éditeur qui me dit bon, je connais une assistante, on va lui faire un petit cadeau et puis elle va t'ouvrir. et donc j'ai réussi à l'approcher. Et ce soir-là, il m'a invité. Encore une fois à la dernière minute, allez viens chanter Champs-Élysées avec moi de Joe Dassin sur la scène devant juste 20 000 personnes. Donc voilà. Et cette chanson, effectivement, il l'a enregistrée. Ouais. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, soleil sur la pluie. C'est assez inattendu d'entendre Mika chanter aux Champs-Élysées. Pas tant que ça parce qu'il a vécu en France quand il était enfant. Il a vraiment cette culture de la France. Il a vécu vraiment pas mal d'années. C'est pour ça qu'il est très attaché à ce pays. Vous savez que cette chanson est aujourd'hui étudiée dans les écoles. Elle est utilisée par l'ambassade de France au Japon pour promouvoir la France. Et c'était la phase B du disque. Personne n'y croyait à l'époque. Ouais. C'est souvent le cas. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça de chansons boudées qui devenaient des tubes. Alors, Mika, vous le suivez en particulier à Londres, où il a une maison très particulière, je crois, Dorian. Ah, il a une maison particulière et c'est toujours très particulier chez Mika parce que c'est d'un esthétisme et d'une exigence folle. C'est-à-dire que il passe son temps à repeindre ses murs tous les 3 mois. C'est parce qu'il veut que ce soit parfait, parce que voilà. Et c'est quelqu'un, c'est un dandy, c'est un esthète. Il aime le beau, donc il a énormément d'œuvres, d'objets un peu fous. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vraie identité même dans sa déco. Oui, et d'ailleurs, peu de gens entrent dans cette maison. Vous avez été un privilégié, Dorian. Je pense, oui. Oui, je pense, parce que c'est vrai que bon, Mika, maintenant, ça fait 15 ans qu'on est vraiment amis. Il est rentré dans ma vie comme je suis rentré dans la sienne. C'est-à-dire qu'il vient aussi avec mes enfants chez moi dîner à la maison, comme je vais dans sa vie aussi. Et c'est vrai que les chansons créent des liens forts en amitié aussi, parce qu'on a ça en commun. On a ces chansons qui sont des bagues au doigt, finalement. C'est comme ça nous lie. Et puis, il est très lié à son passé, puisque je crois que dans cette maison, il a gardé son piano droit, qui était le premier piano de sa carrière. Voilà, où il dit lui-même, ça vaut pas un clou, ce piano ne vaut pas un clou, mais il a fait tellement de tubes dessus. Voilà. Et en même temps, cette maison est située pas loin de la maison de James Matthew Barrie, dont on a un peu oublié le nom, alors que Peter Pan, c'est lui. Eh oui, c'est la maison du créateur de Peter Pan. Et il y a cette maison avec ce balcon qui rappelle un petit peu quand même toute l'histoire de Peter Pan. Et vous l'avez vue, elle est juste à côté? Ah, elle est vraiment à côté. C'était autour de la place. Il y a une grande place, et puis de l'autre côté de cette place, il y a cette maison. Et Peter Pan, faut le savoir, il y a Walt Disney bien sûr, mais le premier roman où il apparaît s'appelle Le Petit Oiseau Blanc en 1902. Ensuite, il y a Peter et Wendy, qui est une pièce de théâtre qui deviendra Peter Pan, un roman en 1911, bien avant Disney. Ah, c'est marrant. Et vous avez vu ce dessin animé, je suppose? Ah oui. Alors, là-bas, chez Mika, il vous arrive de faire de la cuisine du riz au lait, je crois. Oh bah je fais du riz au lait. En fait, sa maman est assez fascinée par la cuisine en général et elle aimait bien avec moi découvrir la cuisine du Sud-Ouest. Voilà, donc je faisais un peu quand je pouvais, je leur faisais des clafoutis, des riz au lait, des entremets, des choses comme ça,
elle était assez fascinée par le fait de faire des îles flottantes, des choses comme ça. Donc bon, moi je m'amusais à faire ça. Voilà. Et alors, il y avait les dîners en famille, et puis il y avait les dîners au restaurant, et l'un des dîners est à l'origine d'un autre succès de Mika. Alors là, il y a une histoire incroyable. Vous êtes dans une brasserie un soir à Paris, le Stella, pas loin du Trocadéro d'Orient, et puis il y a une scène que vous apercevez. On aperçoit Mika, c'est Mika qui la voit d'abord, et c'est un couple qui est voilà chez lui et qui on voit bien qu'ils sont en train de se déshabiller, qu'ils sont en train de se rapprocher, qu'ils deviennent complètement tout nus, et On le voit du restaurant. on le voit du restaurant, et donc avec Mika on regarde ça parce que forcément on est curieux, et puis quand il y a ça forcément on va pas regarder ailleurs, hein, on va pas regarder la choucroute, et donc forcément on commence à rigoler. Sa mère est là. Et on commence à se marrer à écrire des trucs sur la nappe en papier. Et sa mère dit oh là là, ça avec vous, ça finit toujours par une chanson, parce qu'on avait quand même fait, elle me dit aussi avant en se marrant. Et donc elle dit dès qu'ils se marrent les deux, là ça finit toujours par une chanson. Et effectivement on a écrit boum 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 en regardant un peu ce couple. Après ils ont éteint la lumière, on n'a plus vu grand chose, mais en tout cas on a continué à imaginer des scènes drôles et rocambolesques avec cette chanson. Oui, il y avait des restes d'éclairs au chocolat, je crois, sur la nappe. Oui, et j'ai toujours cette nappe en papier que j'ai gardée depuis ce soir-là. Et puis, il y a eu The Voice, parce que beaucoup de gens en France ont découvert Mika dans The Voice, et vous l'avez suivi dans cette aventure, Dorian. Voilà, j'ai suivi dans l'ombre, hein, puisque j'étais là juste pour aussi lui donner confiance sur le répertoire français qu'il connaissait pas forcément toujours très bien, puisqu'il a pas vécu assez longtemps en France, peut-être pour connaître toute l'étendue du répertoire. Donc pour choisir des chansons, pour aussi travailler un peu avec lui son personnage, parce que c'est du show, The Voice. Donc puis on a cette complicité et cette manière aussi de se parler qui est très directe, très franche. Donc finalement, je pense que dans des moments comme ça, où justement la télévision, il faut aller vite, prendre des décisions, c'est bien de se dire les trucs sans embâge. Et il vous écoutait, ça lui a été utile, parce que finalement, il a créé son personnage dans The Voice. Ouais, après c'est aussi son personnage, enfin, je n'ai rien créé pour lui, simplement, c'est simplement parfois juste... être là pour souligner quelques petits détails et puis faire en sorte que ça se répète pas, parce que la télé ça peut vite ronronner. Il faut aussi trouver toujours des manières de surprendre, des petites surprises. Et comme on aime bien se marrer ensemble avec Mika, c'était super de pouvoir jouer sur ce terrain-là aussi. Vous avez fait toutes les saisons de The Voice avec Mika ? Oui, toutes les saisons. C'est un beau souvenir, ça aussi. Ouais, c'est un bon souvenir. Et en plus, c'est vraiment une équipe super. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu des chansons qui ont mis des années à sortir, parce que c'est le lot des auteurs, je crois, hein. Il y a des chansons qui parfois ne sortent jamais aussi, hein. Il y en a même plus que celles qui sortent. Mais je dirais que les deux qui ont été les plus désirées, on va dire, c'était celle avec Alain Bachung. Voilà, justement, et notamment celle-là. Elle viendrait soudain sur ma colline manger du raisin. Et La mariée des roseaux, qui est sortie quelques années après sa mort, je crois. Oui, on avait enregistré ces chansons avec Alain quand c'était, je pense, un an ou deux avant Bleu Pétrole, avant son dernier disque studio, en tout cas de son vivant. Et il avait enregistré tout un album dont il n'avait pas aimé la réalisation, c'est-à-dire les arrangements. Pourtant, il aimait les textes, il aimait les mélodies, il était venu les chanter. C'est pour ça qu'on a les voix, justement. Et ces chansons, ensuite, il n'a pas eu, je crois, le temps ou le courage de s'y remettre avec des nouveaux arrangements. Et sa maladie est arrivée. Je pense qu'il fallait aller assez vite. Et donc, ces chansons sont restées dans des tiroirs. Et voilà. Jusqu'au jour où sa femme, Chloé Mons, les a retrouvés, a retrouvé un disque dur avec ses voix, et on est reparti des voix. Enfin, moi, c'est plutôt Edith Fambuena qui a réalisé ce disque avec un talent fou, en repartant de sa voix uniquement et en gardant le minimum d'arrangement pour que justement on ne puisse pas trahir la mémoire d'Alain et retrouver les chansons telles qu'il les avait aimées, c'est-à-dire dans la plus grande nudité finalement. Oui, et après des mois de travail, car c'était une réunion par semaine chez Bachung, avec des mots qui changeaient tout le temps, c'était très particulier. C'était très particulier, il fallait toujours
revenir sur ce qu'on avait fait. Donc c'était épuisant parce que je me souviens, j'étais dans un magasin au BHV à Paris de literie. Et je me suis assis, et donc Bachung m'appelle et dit bon, qu'est-ce que t'en penses là pour les étourneaux ou est-ce qu'on met les tourneaux dans la mariée ou est-ce qu'on met les éperviers? Et puis après il partait dans des digressions. Alors moi je l'écoutais. Bon, au départ je m'asseyais sur le lit et puis ensuite j'ai fini par m'allonger sur le lit et puis à la fin on discutait, mais je commençais par m'endormir sur le lit avec plein de gens qui étaient autour et qui regardaient le lit comme des voilà, comme des futurs acheteurs. Et donc voilà, mais c'était ça, Bachung, c'était quelqu'un qui pouvait partir dans des rêveries aussi, même dans les discussions. Et quand je me laissais porter, moi, je partais avec lui. C'est aussi ça, le propre du parolier, c'est rentrer dans l'autre. C'est vraiment devenir l'autre aussi, le temps de faire des chansons. Voilà. Et toutes ces chansons et ces histoires avec Bachung et d'autres, vous les racontez dans ce livre qu'on va évoquer à travers sa date de sortie, le 23 août 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Dorian. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dorian, parolier. On a évoqué vos débuts, vos chansons avec Bachung, avec Mika, avec les L5. Et tout ça, vous le racontez dans un livre, Un homme de parole, aux éditions Léo Cher, sorti le 23 août 2023. Et vous avez décidé de prendre la plume pour raconter votre parcours. Pourquoi, Dorian ? Parce que mes enfants, déjà, ils se demandent ce que c'est mon métier, parce que ils ont l'impression que je fous pas grand-chose. Parce que forcément, ça se passe dans la tête, on est toujours un peu rêveur, on répond oui quand il faut répondre non, parce qu'on pense à autre chose. Donc, je me suis dit, ça fait longtemps aussi que ma famille écoute mes aventures pour écrire des chansons et que ça les intéresse, mes amis aussi. Et je me suis dit, ça peut aussi intéresser des gens, et notamment la jeune génération qui rêve d'écrire pour... ses idoles ou voilà, je me dis peut-être ça donne quelques clés quand on est un jeune aujourd'hui, qu'on a envie d'écrire des chansons, de travailler dans la musique. Comme moi, j'avais personne dans ma vie familiale qui pouvait m'aider. J'ai dû me construire tout seul. Et finalement, ce sont toujours un peu les mêmes clés. Donc c'est ça que je voulais raconter. Oui, en précisant que vous exercez votre métier à l'ancienne. C'est ça, c'est-à-dire que je m'engage. Les paroliers autrefois étaient très engagés. Avec les interprètes, par exemple, je pense à Rhoda Gilles avec Julien Clerc ou plein de paroliers comme Duval avec Clio et Chamfort. Bon, il y a un engagement, une fidélité sur le temps. Et c'est ce que j'ai avec Mika, c'est ce que j'ai avec d'autres artistes aussi, comme Kerenan avec qui je travaille beaucoup aussi, avec Marc Collin, avec beaucoup d'artistes aussi autour de moi qui ont besoin d'une fidélité aussi pour leur carrière, parce que c'est aussi rassurant d'avoir aussi quelqu'un qui vous connaît et qui est là pour vous dire ça tu l'as déjà fait, non ça non, voilà. Et puis qui a une vision. Oui, parce qu'effectivement aujourd'hui on fait une chanson en quelques minutes, on trouve le premier venu et c'est pas toujours très bien. Non, aujourd'hui il y a une façon de travailler qui change. Parce que le rap, l'urbain a apporté des nouvelles manières de travailler. On est plusieurs dans la pièce. Chacun se mêle un peu de tout, de la musique, des paroles, des arrangements, voilà. Alors qu'autrefois, on avait quand même un métier qui était délimité. Des métiers étaient beaucoup plus délimités. Il y avait le parolier, il y avait le compositeur, il y avait l'arrangeur, il y avait il y en avait d'autres. Mais il y avait l'interprète, oui. Il y avait l'interprète, mais voilà, chaque métier avait son rôle. Et chacun était vraiment dans son rôle. Aujourd'hui, tout est un petit peu plus dilué. C'est peut-être pas une bonne chose, non ? C'est pas que c'est pas une bonne chose, c'est que ça modifie la manière d'écrire. Mais parfois, on a des bonnes surprises. Parce que justement, avec Mika, sur le dernier album là, qui sort, avec C'est la vie, on a des choses très spontanées où on arrive à faire des chansons qui sont moins écrites, peut-être. Dans un langage peut-être un peu plus parlé. Mais c'est aussi le langage d'aujourd'hui. Alors, il faut vivre avec son époque. Alors, dans ce livre d'Orient, vous racontez quelque chose qui mériterait un Mission Impossible numéro 8 ou 9. C'est les chansons qu'on vous a demandé d'écrire avec Michel Polnareff, qui n'avait pas donné d'album depuis 15 ans. C'est ça. La maison de disques Barclay qui m'appelle et qui me dit... c'est Sylvain Taillé, surtout, qui travaillait chez Barclay pendant presque 20 ans, qui m'appelle pour me dire « Est-ce que tu voudrais essayer de travailler...
de proposer des textes pour aider Michel Polnareff à finir ce disque. Ça fait 15 ans qu'on Ça l'attendait. fait 15 ans que les maisons de disques l'attendaient et qu'il avait fait des enregistrements, qu'il n'avait pas gardé et tant de choses. Ça a coûté une fortune d'ailleurs. Voilà, ça coûtait très très cher. Et forcément, il y avait aussi c'était un peu l'Arlésienne. On se disait, ça sortira peut-être jamais. Donc c'était un peu comme, on me le présentait un peu comme quelque chose qui n'allait probablement pas se passer. Et j'aime bien les défis, comme je le disais juste avant. Et je me suis dit, bon, je vais essayer. Donc j'ai laissé ma petite famille à Paris. Je suis parti pour 8 jours. J'ai pris mon avion pour Los Angeles. J'ai loué une voiture pour aller dans le désert, rejoindre Polnareff. Et là, au départ, ça s'est pas spécialement très bien passé parce que il voulait déjà me renvoyer chez moi, puisque lui, je pense qu'au fond, lui, il avait quand même de toute façon pas envie de terminer vraiment ce disque. Je pense qu'il avait à la fois très envie, mais sans doute il avait un blocage. Ouais. Ce qui est indiqué d'ailleurs par la pochette qu'il a choisie pour ce disque, où il y a un cadenas avec une clé dedans. Et je pense que je me suis dit, même maintenant que je suis là, je vais pas repartir en sens inverse sans avoir aidé ce monsieur qui est quand même un génie, voilà. Et donc j'ai continué, j'ai insisté. Je lui ai dit, vous voyez ça comment, vous? Et on a continué à parler. On a parlé aussi beaucoup de nos vies personnelles. Il a un enfant qui a l'âge de ma fille, donc on avait plein de choses qui nous rapprochaient, mais aussi une certaine féminité aussi dans notre façon d'être et de voir la pop française. Et vous avez un autre point commun que vous ne connaissez peut-être pas, Dorian. Je crois que vous avez été réformé pour le service militaire. Oui. Et lui aussi, à Montluçon, où il a fait croire, il s'est fait passer pour fou à l'époque, il débutait, et il faisait de la moto sans moto dans la caserne. Ça, il m'a pas raconté. Il est allé chez le psy, il a été réformé. Bon, moi j'ai fait à peu près la même sans faire la moto, mais voilà. Mais c'est vrai que je n'arrivais pas à concevoir de perdre un an à l'époque pour faire l'armée, parce que pour moi j'avais l'impression qu'il fallait aller vite, parce que la musique ça se passait maintenant, j'avais eu mes contacts, j'avais rencontré Lio, j'avais tout ça, j'avais Dao qui m'avait fait signe aussi, qui avait laissé un message sur mon répondeur, donc j'étais complètement dans un bouillon comme ça d'envie, de rêve, et je voulais pas le décaler dans le temps. Et vous racontez dans ce livre, Dorian, qu'il vous a absolument tout fait pour ne pas enregistrer ce disque. Oui, voilà, un jour c'était la voix qui n'était pas là, le lendemain c'était on va changer tout ce texte, ça va plus. Donc voilà, il est comme ça, mais tous les grands génies ont cette part d'ombre où parfois il y a aussi une incertitude, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que moi je n'ai pas rencontré Polnareff, toujours pas d'ailleurs à ce jour, et je n'ai connu que Michel. J'ai connu l'homme qui écrit pour Polnareff, l'homme qui écrit des chansons pour Polnareff, l'homme qui doute, l'homme qui rit, l'homme qui est complètement farfelu, qui est complètement normal aussi, qui est très sensible. Voilà, donc je connais ce monsieur comme ça. Et il y a une chanson d'ailleurs qui est née de cette collaboration. Grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais. Grandis pas. Il a enregistré cette chanson 30 fois, je crois. Il a fait beaucoup de prises, oui. Il avait énormément d'émotions quand il chantait cette chanson. Je crois qu'il est... Bon, évidemment, elle concerne son fils, donc il avait quelque chose d'insatisfait, donc à chaque fois, à chaque prise, alors que dès la première prise, c'était sublime, parce qu'il y avait tout l'amour qu'il a pour son fils dans sa voix. Et il y a même un moment, il y avait les sanglots. Il s'est arrêté en pleine prise parce que l'émotion est montée d'un coup. C'était très très émouvant d'être là et d'assister à quelque part justement. C'était Michel qui chantait plus que Polnareff. C'est ça que j'ai aimé, moi. C'est ça que j'aime dans mes collaborations. C'est vraiment écrire pour l'artiste et pas pour l'homme public. Et une autre mission quasi impossible que vous avez menée à bien, c'est faire enregistrer un disque à Lio en Suède. Ah oui. C'était mon idole, donc forcément Lio, c'était mon rêve de gosse de pouvoir un jour écrire un disque pour elle. Je l'ai écrit avec Peter Von Paul, un collaborateur précieux,
Et comme à Paris, elle nous plantait tout le temps, je l'appelais Papillon et j'étais gentil de l'appeler Papillon parce que franchement, elle m'a planté souvent. Ouais. Et parfois, je prenais un train de Bordeaux pour revenir à un déjeuner pour la voir parce qu'elle avait juste un peu de temps pour qu'on déjeune et elle me plantait au déjeuner. Mais je pouvais pas lui en vouloir. C'était mon idole, c'est elle qui m'a construit. Et j'ai été construit mes idoles et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de les réparer un peu, Voilà. mes idoles. Et ça donnait une chanson en duo. Les hommes me font si bien que j'en expose à la maison. Ça, c'est une chanson que vous chantez en duo avec elle. Voilà, pour une émission de télé, on avait fait cette chanson. C'est formidable. Sur le disque, elle le chante toute seule, mais sur cette émission, on était à deux. Puis un autre duo qui est né dans un album de duo, c'est pour Sylvie Vartan. Ça aussi, ça a été important, Dorian. Oui, ça c'est un disque que j'ai pareil réalisé avec Keren Anne, qui est une collaboratrice aussi précieuse, une artiste que j'adore et avec laquelle je fais beaucoup de chansons. On avait fait aussi un disque pour Emmanuel Seigné. Et Vartan, ça a été ce disque Soleil Bleu dans lequel il y avait ce single Je me détacherai où il fallait la voix d'un homme qui faisait juste quelques phrases dans les refrains et écoutez, j'étais là. Donc Ça a donné cette chanson. Reste là, Je me détacherai reste là, du mensonge et du vrai, reste là. des choses qui me retiennent. On reconnaît vraiment le style de Sylvie Vartan avec la moue de Sylvie Vartan. bah oui, d'ailleurs, elle a eu sa chanson qui s'appelle Je fais l'amour. Oui. Qu'on a écrite ensemble avec Keren Anne et ça a été la première chanson qu'on lui a proposée. Ça s'appelle Je fais la moue. Et c'est une femme d'une précision et d'une gentillesse incroyable. Ouais, et puis elle a une candeur, c'est-à-dire qu'après tous les disques qu'elle a pu enregistrer dans sa vie, elle était là en studio toujours, qu'on fasse les batteries, qu'on fasse les n'importe quoi, ou même où elle n'était pas directement concernée, parce que c'était pas le jour où on faisait les voix ou quoi que ce soit. Elle était là, elle venait, et ça c'est merveilleux de voir qu'on peut rester émerveillé, même après autant de disques et autant de succès dans une longue carrière. Oui, sa longue carrière qui a commencé avec Panne d'essence avec Francky Jordan, qu'elle a vendu parce qu'elle était vendeuse dans un magasin des Champs-Élysées, mais quand il n'y avait pas de photo sur la pochette, personne ne l'a reconnue à l'époque. Et puis bien sûr, il y a Étienne Dao, la clé de votre vie, car vous en parlez beaucoup dans ce livre. Il est là, il n'est pas là, mais je crois que votre carrière a vraiment commencé par un coup de fil chez vos parents sur le répondeur. Ben voilà, comme ça la boucle est bouclée, puisque on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que chez mes parents, un jour, c'était même avant que j'aille rencontrer Lio, à Vitrac, j'interroge mon répondeur à distance, et j'entends. Oui, bonjour, j'ai reçu un disque de Dorian, je voulais dire que j'ai trouvé ça vachement bien, et voilà, bonne chance, à bientôt, ciao. Et là, je suis émerveillé, je n'en crois pas mes oreilles, et je quitte le repas familial, mes parents, mon frère, tout le monde est là autour du rôti, et moi je m'en vais, je rentre chez moi à Bordeaux, je vais être près de ce message pour l'écouter, et surtout qu'il ne s'efface pas. Donc c'est comme ça que j'attends pendant presque 8 jours qu'il rappelle, sauf qu'il ne rappelle pas. Et 3 semaines après, pour la première fois de ma vie, on se dit avec 2 amis, allons à Paris. Et on arrive à 4h du matin à Paris en se disant où est-ce qu'on va aller. On ne connaissait pas, il n'y avait pas à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour nous dire où est-ce qu'il fallait aller. On avait entendu parler des Folies Pigalle, allons-y. Et je vais commander mon verre au bar à l'étage des Folies Pigalle. Et en tournant ma tête à droite, je tombe sur Étienne Dao, qui était là au bar. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Donc, vous vous êtes vus très très souvent, vous êtes en vacances chez lui. voilà, et ensuite on est devenus amis et ça dure depuis presque une 30aine d'années et on est très proches. Pareil, on se dit aussi les choses très librement. Il m'a invité à chanter sur son dernier album que j'adore, le dernier disque, et je chante sur la chanson qui s'appelle Les derniers jours de pluie avec Calypso Valois. Et c'est un très beau, c'est une très belle amitié. Hein, et je crois que vous achetez vos disques quand ils sortent en même temps. Oui, parce que quand on a commencé vraiment à devenir potes, il était en train d'enregistrer Eden à Londres et moi j'enregistrais mon premier album Contact et ils sont sortis le même jour, les disques. Donc on est allés à la Fnac tous les deux. Il a dit bon toi tu vas acheter le mien, moi j'achète le tien et on est passé comme ça l'un derrière l'autre à la caisse
Et la caissière se disait, mais qu'est-ce qui trafique les deux là? Il y a beaucoup d'autres anecdotes dans ce livre, Un homme de parole d'Orient, aux éditions Léo Cher. Merci de l'avoir écrit parce que d'abord, ça rappelle des souvenirs à ceux qui aiment ces artistes et vous en faites partie. Et puis, beaucoup de jeunes apprendront effectivement qu'écrire une chanson, c'est du travail. Continuez parce que vous avez encore beaucoup de boulot à faire. Merci, c'était très sympa. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.